Bon, je vais vous parler des roches métamorphiques alors, mais parce que je viens de voir passer un grenat et je vais essayer de l'attraper. En effet, le grenat est un minéral connu des roches métamorphiques. Mais avant d'en parler, resituons ces roches métamorphiques dans notre bon vieux cycle géologique. On a vu au cours de notre longue balade dans les sciences de la Terre les roches plutoniques qui dérivent d'un magma par cristallisation. Ces roches plutoniques, tout comme les autres types de roches, peuvent être soumises à l'altération et l'érosion. Elles donnent donc des sédiments qui, après diagenèse, deviennent des roches sédimentaires. Alors si la chaleur et la pression augmentent à partir d'un certain moment, de nouveaux minéraux vont apparaître dans la roche et on pourra parler de roches métamorphiques. On appelle donc roche métamorphique une roche de nature quelconque, et il s'agit bien de roches d'origine magmatique ou sédimentaire affectées par le métamorphisme. Le métamorphisme correspond aux transformations minéralogiques, donc l'apparition de nouveaux minéraux, et texturales, donc l'apparition d'une nouvelle structure dans la roche, qui apparaissent lorsque les roches sont soumises à des conditions physiques différentes de celles du moment de leur formation. Mais on a déjà passé en revue dans les processus sédimentaires la diagenèse, qui correspond aussi à une transformation des sédiments, mais contrairement au métamorphisme, la diagenèse se passe à des pressions et températures faibles. Alors rappelons-nous que pour tous les types de roches, on suit à peu près la même démarche. On parle d'abord des minéraux, des grains pour les roches sédimentaires, de la structure. Ensuite, pour donner un nom à ces roches, on parle des classifications. Et enfin, la dernière étape de notre enquête est la genèse de ce type de roche. On commence donc par les minéraux des roches métamorphiques. On a vu qu'une grande variété de roches pouvait subir le métamorphisme et donc on va observer dans ces roches métamorphiques une grande variété de minéraux. Les plus usuels sont cependant ceux des roches magmatiques, le quartz, les feldspaths, les pyroxènes, les amphiboles, les micas. Comme le métamorphisme peut affecter des calcaires, on va ajouter à ces minéraux des roches magmatiques les carbonates. Même si les familles de minéraux sont identiques à celles des roches magmatiques, il s'agit en général de variétés minéralogiques spéciales. Par exemple, au sein des pyroxènes, on va observer de la jadéite métamorphique. La jadéite est un pyroxène qui contient du sodium, de l'omphacite aussi. Et au sein des amphiboles, on va observer de l'actinote trémolite et du glaucophane. La structure est elle aussi très importante dans les roches métamorphiques parce que c'est un critère de l'intensité de leur déformation. Rappel, je vous en ai déjà parlé quand on a parlé des schistes dans les roches sédimentaires, l'orientation préférentielle des minéraux dans un plan s'appelle la schistosité. C'est ce qu'on voit sur la photo à droite. Voyons à nouveau comment apparaît la schistosité dans une roche. Dans cet exemple, une couche de sable se dépose dans un bassin de sédimentation. Le sable est constitué de grains de quartz, donc sphériques. Au-dessus de cette couche de sable se dépose une couche
de minéraux en plaquettes, des phyllosilicates, par exemple des argiles. Ceci définit la stratification, donc la surface de dépôt, qu'on appelle aussi S0. Pourquoi 0? Parce que c'est le premier plan qui se forme dans l'histoire de la roche. Et dans notre exemple, les phyllosilicates, la couche d'argile est surmontée à nouveau par du sable. Des millions d'années plus tard, des contraintes liées à une collision continentale vont s'exercer. Ces contraintes vont provoquer la formation d'un pli. Dans ce pli, les petites paillettes d'argile vont suivre la stratification, suivre S0. Mais si les contraintes deviennent plus importantes, elles vont provoquer la réorientation de nos plaquettes argileuses perpendiculairement à la contrainte pour minimiser cette contrainte. Et donc, un nouveau plan va faire son apparition dans la couche de phyllosilicates, plan qu'on va appeler S1 ou plan de schistosité. Le plan de schistosité S1 correspond donc au plan d'aplatissement de la matière lors de la déformation, et ce plan de schistosité est perpendiculaire au raccourcissement maximum. La schistosité correspond au débit en feuillet des roches à grains fins. Pourquoi? Parce que dans ces roches à grains fins, les minéraux sont sous forme de petites plaquettes et se réorientent par rapport aux contraintes. La schistosité est très visible si elle est séquente par rapport à la stratification. C'est ce qui est montré sur cet affleurement. Voilà la stratification qui est soulignée par un petit banc de calcaire. Il s'agit donc de S0. Et S1, la schistosité, très visible et séquente par rapport à S0 dans les roches à grains fins. Alors ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la schistosité est parallèle à la stratification et dans ce cas-là, elle ne peut pas être observée. Il y a plusieurs types de schistosité en fonction de l'intensité des contraintes que la roche a subies. Le premier type, c'est ce qu'on appelle la schistosité espacée disjointe. Elle forme des petits blocs millimétriques à centimétriques et il n'y a pas de recristallisation, pas de formation de nouveaux minéraux. Deuxième type de schistosité, c'est ce qu'on appelle la schistosité continue. Dans ce cas, l'espacement entre les différents plans de schistosité est plus petit que le millimètre et des nouveaux minéraux peuvent apparaître dans le plan d'aplatissement. Alors sur ces schémas, vous pouvez voir la stratification qui apparaît en brun et la schistosité qui apparaît au niveau des plans colorés en vert. Voilà des exemples. Donc, un exemple de schistosité espacée disjointe. Voilà la stratification, toujours en rouge, et la schistosité en jaune. Et vous pouvez observer que l'espacement entre les différents plans de schistosité est assez important. Deuxième exemple, ici, un exemple de schistosité continue dans des phyllades ou ardoises. Voilà la stratification qu'on voit bien suite à la différence des couleurs, soulignée par le trait rouge, et la schistosité en jaune qui est légèrement séquente par rapport au plan de stratification. Un troisième type de schistosité est possible, la schistosité continue cristallophilienne. C'est le cas des micaschistes et des gneiss. C'est un type de schistosité qui correspond à des recristallisations importantes, donc l'apparition en masse de nouveaux minéraux dans la roche.
Dans ce cas-là, la surface que l'on peut observer, c'est le plan de schistosité, mais il est pratiquement toujours impossible de reconstituer l'ancienne surface de stratification. Alors on a constaté depuis longtemps que le type de schistosité dépend des pressions et températures lors de la déformation des roches. On passe de schistosité disjointe dans la partie superficielle de la croûte à une schistosité continue, voire continue cristallophilienne dans les zones plus profondes. C'est ce qui est montré sur le bloc diagramme, mais on a également constaté depuis longtemps que cette transition dépend aussi du type de roche, de l'intensité de la contrainte, etc. De toute façon, la schistosité apparaît difficilement dans des roches qui ne sont pas de type pellitique, donc dont les minéraux ne sont pas sous la forme de petites plaquettes. Passons maintenant à la classification des roches métamorphiques. Elle est relativement simple. On peut distinguer 3 groupes principaux de roches métamorphiques sur la base de la structure. C'est pour ça, bien sûr, que je vous ai parlé de cette structure. On va avoir les schistes, où la schistosité est bien développée, la famille des gneiss, où la schistosité est relativement fruste et cristallophilienne, et les cornéennes, qu'on peut appeler aussi granophels, qui n'ont pas de schistosité. Outre ces 3 familles, la minéralogie va également intervenir en utilisant les minéraux majeurs comme préfixe. Exemple, un micaschiste est un schiste qui contient beaucoup de mica. Ou en mentionnant certains minéraux importants, significatifs, on verra plus tard pourquoi, après le nom. Exemple, gneiss agrena. Deuxième possibilité, si la roche de départ peut être identifiée, ce qui n'est pas très courant, on va ajouter le préfixe méta au nom de la roche originelle. Exemple, métabasalte. Enfin, lorsque la roche métamorphique contient plus de 75% d'un minéral, on va simplement ajouter le suffixe ite au nom du minéral. Exemple, épidotite, grenatite. Comme la géologie est une science ancienne qui se base aussi sur des noms usuels, on les garde. Par exemple, les quartzites correspondent au métamorphisme de grès. Alors attention, parce qu'un quartzite peut correspondre aussi à une cristallisation à basse température de silice autour des grains de quartz. C'est un quartzite sédimentaire. Donc, quand on parle de quartzite métamorphique, il vaut peut-être mieux utiliser le terme métaquartzite. Les marbres, les marbres sont le nom donné au métamorphisme de calcaire. Donc un marbre est en fait un métacalcaire. Enfin, toute une série de termes ont trait à la couleur. Par exemple, on parle de schiste vert pour des schistes riches en chlorite, en actinote ou en épidote. On parle aussi de schiste bleu pour des schistes riches en glaucophane.